Bonjour, bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle communication astropathique. Par l'empereur, c'est parti! C'est une première sur la chaîne puisque non seulement pour une fois mon texte n'est pas écrit, mais en plus je ne suis pas seul, je suis avec un invité. Quentin, bienvenue. Bonjour. Ah bah alors, ça fait quoi de passer à la télé? C'est une première pour moi aussi. Alors, Eh bah écoute, j'espère que les gens t'accueilleront aussi chaleureusement que j'ai pu avoir des retours sur tout ce que j'ai fait jusqu'à présent. Je t'ai invité aujourd'hui, suite à notre dernière partie là, pour le rapport de bataille du quatrième chapitre de l'arc narratif Reflet envoûtant, avec tes superbes figurines du Dark Mechanicum, puisqu'il se trouve que tu es un gros fan de l'hérésie d'Horus, et que tu as plein de choses à nous dire. ouais, c'est vrai, non, je suis très fan de l'hérésie d'Horus et c'est toujours un plaisir d'en parler. Eh ben écoute, est-ce qu'on commence par peut-être une petite présentation, ton rapport au hobby, à la figurine, à Warhammer, comment t'en es venu à tomber dans les Résidorus, parce que c'est quand même un peu niche, on va dire, c'est pas la vitrine numéro un. Ouais, c'est vrai. Mon rapport au hobby, ça a démarré, c'était au lycée, je jouais avec les copains dans un magasin déjà. C'était pas du tout de l'hérésie d'Horus parce qu'à l'époque l'hérésie d'Horus ça existait que dans des bouquins. Il y avait pas de figurines, il y avait pas de jeu pour ça. Et je pense que j'ai commencé assez classiquement avec du Warhammer 40 000. J'ai fait un tout petit peu de battle avant avec le grand frère à peindre une figurine de temps en temps, mais c'était pas beaucoup de jeux à proprement parler. Et je pense que les premières fois où j'ai vraiment commencé à faire du Warhammer de façon régulière, je pense que c'était sur Warhammer 40 000. Et puis après avoir essayé, je pense comme tout le monde, une figurine à droite, à gauche, je me suis lancé sur le chaos, qui m'avait beaucoup plu à l'époque. Je saurais même pas dire pourquoi. Je saurais même pas dire pourquoi, mais du coup, ouais, j'ai joué les Space Marines du chaos, et puis c'est devenu assez régulier. Donc ouais, j'avais deux copains avec qui on jouait beaucoup. On jouait à la maison, mais comme on n'avait pas des masses de décors, c'était avec les cartons sous le tapis ou sous une nappe ou un drap pour faire des collines et les boîtes de jeux pour faire des ruines et des bâtiments. Donc c'était vraiment un peu old school. On allait jouer de temps en temps au magasin parce qu'effectivement, là, il y avait une super table, il y avait des décors, il y avait tous les décors officiels de Games et tout. Donc on a été des bons clients, je pense, là-bas. Et ça a duré, je pense, pendant tout le lycée. Et puis ouais, lycée, et puis après, grosse pause comme beaucoup de personnes, je pense, quand les études supérieures ont Mhm. commencé. On est tous partis faire nos études, on est partis de chez les parents, on est partis tout ça, on s'est un peu éparpillé. Et ça a repris plus récemment, pendant les études supérieures justement, mais avec d'autres potes que j'avais rencontrés. On a continué sur 40K, j'ai repris mes vieux Space Marine du chaos. Je me souviens plus de l'année, mais c'était la V8. C'était quasiment à la sortie de la V8. On est beaucoup à avoir repris à ce moment-là, je pense. Parce que le jeu, il faisait un petit peu. Je sais pas. Il faisait un petit peu le ménage sur toutes les règles un petit peu compliquées, un peu foireuses auxquelles on a eu droit. Et là, ça simplifiait beaucoup le jeu. Et quand t'es plus grand, que t'as moins de temps à passer sur une partie et tout, je pense que t'es assez content d'avoir des règles plus, plus simples, je pense, plus ergonomiques. Ouais, clairement, ça s'entend. Et comment tu l'as vécu, toi, ce changement de paradigme entre V3, V7 et V8+? Parce que pour ma part, je suis revenu fin V8, début V9, et ça a été le choc, hein, quelque part. Hein. J'ai récemment entendu un de mes homologues vidéastes qui faisait le rapprochement entre ce passage de V7 à V8 de 40K et la fin du Vieux Monde, avec la fin de Battle, parce que les changements étaient, comment dire, importants, tout en nous permettant quand même de continuer de jouer et d'acheter des figurines. Donc toi, comment tu l'as vécu? Est-ce que tu avais suffisamment joué par le passé pour t'être attaché à ces anciennes mécaniques et regretter leur disparition, ou t'as pleinement embrassé le changement? C'est intéressant, je pense que ouais, le changement, il est à peu près comparable à ce qui s'est passé entre Battle et Age of Sigmar. Moi, je pense que j'ai pas tellement vécu la transition parce que je jouais pas en V7. Et je pense que beaucoup de joueurs qui étaient présents sur la V7, le passage à la V8 a dû être un traumatisme ou en tout cas un grand moment de, un grand moment de bascule.
Moi, j'avais pas trop ce truc-là. Je me rappelle quand j'ai démarré la V8, c'est vrai que c'était bizarre parce qu'on n'avait plus les gabarits, le moral il se gérait un petit peu bizarrement, on n'avait pas les règles marrantes du style les défis et les trucs comme ça on n'avait plus. Mais je me rappelle qu'on en discutait au début avec les copains avec qui on avait repris le jeu. Et en fait, c'était quand même. Je me rappelle, on se donnait l'argument, c'était un peu pour le mieux, quoi. Parce qu'au final, ok, on lance pas de gabarit, etc. Mais le nombre de touches sur ton obusier, par exemple, de Lehman Russ, il était toujours aléatoire. Tu lançais un D6 et tu te disais, oui, bon, à peu près, c'est vrai que quand tu lances un gabarit, tu dois toucher D6, enfin, entre 1 et 6 figurines, ça paraît pas déconnant, quoi. Donc au final, nous, c'était pas tellement un traumatisme. Et puis je pense qu'on a été pile dans le public ciblé par Games Workshop quand ils ont fait leur changement, parce que justement on était plus grand, on avait moins de temps, on a été très réceptif à ces petits changements de règles qui ont fait que le jeu était plus simple, plus rapide à mettre en place, tout ça quoi. Donc non, je l'ai pas tellement vécu comme un traumatisme, et puis la V8 on y a quand même pas mal joué, parce qu'on avait un petit peu de temps à côté des études avec les 2-3 potes avec qui on a joué à ce moment-là. Et puis, ouais, ça a été d'abord des parties tranquilles à la maison en réutilisant les vieux décors que j'avais gardés de quand j'étais gosse. Et puis, et puis après, ouais, moi j'ai eu plein de trucs. De déménagement en déménagement, j'ai fini par arriver sur Annecy, où on s'est rencontrés. Enfin, je sais pas si. Oui, non, mais je confirme, j'étais là, c'est comme ça que ça s'est passé. Et donc c'est ça, je suis arrivé sur Annecy. Et il s'avère que en bas de chez moi, vraiment en bas de mon immeuble, quoi, il y avait un magasin de hobby qui a coïncidé avec une période où j'avais très peu de travail. Et donc du coup, je me suis mis à y aller régulièrement, voire très régulièrement. C'était la fin de la V8, pas loin du passage avec la V9. Il y avait les premiers codex de V9 qui sortaient au compte-gouttes, il me semble. Et donc du coup là je me suis mis à jouer beaucoup en magasin, retour au magasin quoi, et à rencontrer plein de gens parce que du coup je connaissais personne. Et donc là ouais j'ai passé une période quand même à beaucoup faire de Warhammer 40 000. J'étais toujours dans le chaos, j'étais moins dans les Space Marines du chaos et là je suis passé sur les Chevaliers du chaos qui avaient un codex qui était nul à chier à l'époque, mais je me battais beaucoup avec et j'arrivais de temps en temps à faire des petites filouteries. Et surtout, j'adore les figurines. J'ai toujours adoré ça, les grosses machines. Il y avait vraiment moyen de s'éclater avec des conversions de zinzin. Enfin, c'était trop bien. Et du coup, j'ai beaucoup joué sur cette période-là, V9. Je pense, ouais, le cœur de la V9. Et puis, ouais, un petit peu de la V10. C'était ces années-là un peu. Écoute, moi j'entends tout à fait le délire méca, quelque part, parce que c'est quelque chose qui m'est toujours passé au-dessus. Sauf depuis la lecture du 9e tome de l'Hérésie d'Horus, la Mechanicum, où on suit un peu l'histoire de Chevalier, où j'ai commencé à réaliser un peu le délire, à comprendre le délire qu'il y a derrière, et à les apprécier, quelque part, au point que j'en suis aujourd'hui, où c'est sur la liste des projets imminents, on va dire. Ça va bientôt sortir de la pile de la honte. Super. Donc franchement, je comprends. Et du coup, donc 40K, visiblement une expérience ok, en réalité, avec ces dernières éditions. Et du coup, t'as dit que t'as joué un petit peu à la V10. Ouais. Et seulement un peu. Seulement un petit peu, parce qu'effectivement, pendant la V9, il y a eu ce truc, je pense qu'on a un petit peu tous vécu, c'était la montée en puissance des codex sur la fin de la V9. Moi, je me rappelle un peu des traumatismes, des taux et des Eldar qui étaient sortis. En plus, moi, je jouais des grosses machines, et les taux qui étaient capables, avec leur Hammerhead, de faire des dégâts 12 ou je sais plus combien, sans passer par les invulnérables, sans passer par tous ces trucs-là. Et effectivement, j'ai souvenir de cette sombre période où chaque codex était plus débile que le précédent, parce qu'ils avaient un système de playtesting un peu con, où ils testaient le codex C contre le codex B qui était sorti juste avant, mais avant que le codex B sorte, et donc reçoive son errata, etc. Effectivement, je me souviens avoir hurlé à l'époque en voyant une arme, effectivement, le Raygun du Hammerhead, qui ignorait les sauvegardes en vue. Ouais. J'ai dit, d'accord, pourquoi pas. Et je crois me souvenir, je dis peut-être une connerie, mais je crois me souvenir que dans un des codex qui est sorti par la suite, il y a eu une règle sur un perso de machin qui disait qu'il ignore les règles d'ignore sauvegarde invue, quelque chose comme ça.
Ça me dit quelque chose aussi. Ouais, je crois que je l'ai pas réveillé celui-là. Pour ma part, moi j'ai posé les armes, si je puis dire. J'ai fait, allez, c'est bon. Ça m'a Uno saoulé. contre Uno, contre Uno. Tout à fait. Ouais, donc la fin de la V9, c'était un petit peu compliqué. Et j'avoue, ça m'a amené à une période de doute où je me suis mis à essayer d'autres jeux en fait. Et je suis allé voir un petit peu du côté de Kill Team, je suis allé voir un petit peu du côté de Battlefleet Gothic, parce qu'il s'avère qu'on avait un joueur très actif sur Battlefleet Gothic à côté d'Annecy. Donc j'ai découvert BFG à ce moment-là, j'ai adoré, j'en ai fait pas mal à ma petite échelle, mais j'ai beaucoup aimé le jeu, j'ai commencé à m'acheter une petite flotte et tout. Et notamment, c'était à peu près la période où il y avait des rumeurs et des premiers visuels de la sortie de Horus Heresy V2. Parce qu'il y avait la V1 qui était sortie, qui était très 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 de niche, parce qu'on dit qu'Horus Heresy c'est de niche, mais je pense que l'Horus Heresy actuelle, V2, elle est quand même beaucoup plus présentable et beaucoup plus connue que ce qu'elle a été avant, parce que pendant longtemps, Heresy d'Horus, c'était vraiment quasiment exclusivement réservé à du Forge World, donc des mecs qui avaient les moyens, ou qui chopaient les figurines autrement, tout ça. Il n'y avait pas d'impression 3D à l'époque, ou très très peu, donc c'était vraiment... J'ai même souvenir d'une époque encore antérieure à ça, donc avant 2010, où il y avait quelques zinzins qui étaient à fond sur l'Horus Heresy, alors que les romans n'étaient pas écrits encore, hein, c'était quelques lignes du lore quelque part, où tout le monde faisait des conversions. Ouais. Le moindre Marines de base était une armure tirée de 40K qui était convertie, qui était modifiée avec les schémas qu'on connaissait de l'époque, etc. Je soupçonne que ces gens-là se sont un peu délaissés du truc à partir du moment où le jeu a enfin eu de l'attention, à une première édition avec des vraies figurines, etc. Et que ce sont ces mêmes personnes qu'on retrouve aujourd'hui à faire des guerriers tonnerres et puis des figurines d'une histoire qui est encore antérieure à l'Horus Heresy, qui est donc la reconquête de Terra par l'empereur et tout. Ouais, c'est possible, mais effectivement, il y a des mecs qui, avant qu'il existe des gammes, moi je parle de trucs que j'étais pas du tout dans ce délire-là, donc je connais très peu, mais qui récupéraient les petites pièces d'armure MK4 et MK6 dans les kits de Space Marine Firstborn qu'on avait tous, et qui faisaient des escouades entièrement avec ça, et qui donc pouvaient justifier que c'était des escouades qui combattaient pendant les Résidorus et tout. Donc ouais, il y a eu des mecs, il y avait des kits de la Death Guard aussi, les vieilles figurines Death Guard étaient en MK3 j'imagine, je sais plus, en métal là. Et les mecs faisaient des conversions avec ça, et ils se faisaient... à cette époque, avoir une escouade de Horus Heresy, c'était déjà un achèvement, quoi. Donc, donc il y a eu des mecs qui jouaient à cette... Enfin, qui jouaient, je pense pas qu'ils jouaient, mais en tout cas, qui avaient des figurines et des armées à cette époque-là. Mais en V1, pendant la V1 d'Horus Heresy, il y avait quand même des communautés qui étaient assez actives, que moi j'ai pas trop connues parce que je jouais pas à ce jeu-là à cette époque-là. Mais il y avait des premiers événements Horus Heresy qui se faisaient, il y avait des trucs assez... sûrement très classe, quoi. Et donc voilà. Donc du coup, ça a mené à l'Horus Heresy V2, qui est arrivé à peu près à cette année-là. C'était, je sais pas, il y a 3 ans maintenant. 2022, 2021. À la fin de l'été. Et donc du coup, moi j'ai essayé le jeu avec un pote aussi, que j'avais rencontré à Annecy. En fait, je suis tombé amoureux du jeu quand je l'ai essayé, parce que ça m'a rappelé toutes ces petites règles qui avaient disparu avec la V8, qui avaient été un petit peu sacrifiées au passage de la V7 à la V8, mais qui avaient énormément de fun, énormément de plaisir et tout. Les petites unités qui battent en retraite, qui s'enfuient sur la table, les morts instantanées, les duels, les fameux gabarits, tout ça. C'est quand même des règles qui effectivement sont pas très ergonomiques, sont pas toujours faciles à mettre en place dans le jeu. Quand tu expliques les règles à quelqu'un, il met toujours un petit temps à comprendre pourquoi est-ce qu'on met un gabarit sur la table, pourquoi est-ce qu'on le fait dévier dans tous les sens, etc. Mais au fond, c'est des règles qui sont assez réalistes, ou en tout cas qui sont assez intéressantes, et qui sont surtout super drôles en fait, super drôles à jouer, quoi. Faire un duel entre les personnages, les sergents de ces escouades, ou des duels entre ces capitaines, c'est génial, et c'est un peu comme ça qu'on raconte des histoires. Et ma toute première partie d'Horus Heresy, alors que ça partait de rien du tout, c'est mon pote, il a aligné 2 de ses armées, il m'en a fait jouer une, parce que moi j'avais pas de figurine. On a dit vas-y, on essaie un truc à la ramasse, et cette partie on s'en rappelle encore régulièrement, c'était super drôle, il s'était passé plein de trucs marrants, et puis des moments un petit peu mémorables comme ça, quoi.
Et donc ouais, j'ai adoré le jeu. Et j'avoue que bah, je me suis lancé dedans tout de suite. J'ai commencé bah, avec des petits morceaux de la boîte de base qui était sortie à ce moment-là. Et puis j'ai monté mon armée petit à petit et je faisais les deux en parallèle, 40K et Horus Heresy. Et puis bah, encore déménagement. Je me suis encore déplacé, j'ai encore changé de cercle de jeu. J'avais un autre magasin où j'allais jouer régulièrement qui cette fois était à Metz. Et bah, au début, personne faisait de Horus Heresy à Metz. On voyait des armées passer de temps en temps, il y avait des armées dans les vitrines ou des figurines Horus Heresy dans les vitrines, mais il y avait trop personne qui jouait à proprement parler. Et moi, du coup, j'étais sur un moment, je faisais un peu de 40K, un peu d'Horus Heresy, et je savais pas trop vers quoi aller. Et c'est là que sont arrivées les Chroniques de l'Hérésie. C'est un événement sur Paris qui existe depuis 5-6 ans, donc qui date de la V1. C'était déjà en V1 de Horus Heresy. Et c'est un assez gros événement. Bah, au début, c'était juste quelques copains qui se réunissaient à Paris, qui ramenaient des armées de fous, des décors de fous et qui faisaient des parties entre eux. Avec toujours un peu la volonté de rassembler des armées toutes peintes, des grosses pièces, des gros décors, des grandes tables de jeu, de faire un peu des apocalypses ou des parties un peu marrantes et toujours dans un cadre bah, au moins un petit peu narratif. Donc avec des règles un peu marrantes, des scénarios qui sortent un petit peu de l'ordinaire et la volonté de faire presque de l'historique, entre gros guillemets, mais donc de reprendre une bataille qui s'est passée pendant l'hérésie d'Horus, genre la bataille de Talarn, et de la rejouer. Donc avec Perturabo, avec les bombes virales qui sont envoyées sur Talarn et qui dévorent toute la végétation, et donc la table, c'est pas la même au début de la partie, à la fin de la partie. Plein de petites choses comme ça. Et donc bah, c'est devenu d'année en année une petite institution. Et moi, donc, j'ai découvert ça dans une période où je savais pas trop quoi faire. J'aimais bien les Résidorus, mais il y avait pas beaucoup de gens qui y jouaient autour de moi. J'aimais bien Warhammer 40 000, mais bah, c'était passage de V9 à V10. Des fois, c'était un petit peu compliqué tout ça. Et puis, bah, un petit peu sur un coup de tête, je suis allé essayer cette chronique de l'hérésie. Et puis, c'était une année où, enfin, c'était une, une occurrence de l'événement où il y avait beaucoup de monde. On était, je me rappelle plus du chiffre exact, mais on était 24. Et le premier jour, on a fait une apocalypse en 10v10 ou en 12v12, je me rappelle plus. Et ça, quand t'es un wargamer un peu passionné ou quoi, t'arrives, tu vois une table gigantesque, il y avait 100 000 points de posés sur les tables, c'était impressionnant. Il y avait des titans, des mastodons, des avions, des Thunderhawks, des Primarchs. Enfin, en fait, ça met vraiment des étoiles dans les yeux. Et moi, ça a vraiment changé ma vision du hobby. J'ai passé un week-end incroyable. J'ai adoré. J'ai adoré les petites règles un peu narratives. Il y avait des bombardements sur la table. Genre, c'était les chroniques de Barbarus. C'était le siège de Barbarus. Donc, ça racontait l'attaque de Barbarus, le monde natal de Mortarion, par Lionel Johnson, sa première légion et ses alliés, qui fait route pour rejoindre Terra, mais il fait un petit détour quand même pour brûler des mondes hérétiques en passant, quoi. Et donc du coup, bah, voilà, il y avait le lion et il avait un certain nombre de bombardements qu'il pouvait organiser comme ça, il pouvait les distribuer aux différents joueurs loyalistes. Et à côté, donc dans le couloir à côté de la salle, il y avait une petite 1v1 en zone mortalis, donc c'est l'équivalent de Burning Action. Et eux, ils jouaient l'assaut du générateur de bouclier de la planète. Et donc c'était des Iron Warriors qui défendaient le générateur, des Imperial Fists qui attaquaient la salle du générateur, quoi. Donc du coup, bah, en plus Iron Warriors contre Imperial Fist, c'était assez stylé en termes de narration. Et donc du coup, bah, au bout de, je sais pas, quelques heures, les Imperial Fist ont réussi à faire tomber le générateur de bouclier. Et donc du coup, à partir de ce moment-là, c'est les organisateurs qui ont annoncé, ok, bah à partir de ce moment-là, les petits bombardements que le lion pouvait donner, bah, maintenant ça devient des gros bombardements avec une super PA, une super force et tout. Et donc là, je me rappelle quand ils ont annoncé ça dans la salle, tous les renégats, on était en mode, bon, bah ok, c'est fini, quoi. Les boucliers sont tombés, on va se faire éclater. Et enfin voilà, plein de choses comme ça qui étaient vraiment mémorables. Et donc je suis revenu de là, je suis reparti de ce week-end en me disant ok, bah en fait c'est du Horus Heresy que je veux faire, le jeu est trop trop bien, il y a des événements qui se font, il y a des joueurs, il y a des armées, le jeu permet un état d'esprit génial avec des règles narratives qui sont vraiment pas difficiles à mettre en place quand le jeu de base il est aussi permissif, il est aussi fun et aussi immersif. Et donc du coup j'ai essayé de commencer à trouver des joueurs 30K Horus Heresy à Metz.
Et au début, c'était pas évident, et puis j'en ai trouvé un, puis deux, puis trois, et puis en fait, on a commencé à être quelques-uns à jouer régulièrement, très régulièrement. Et en fait, il y a un espèce de cercle vertueux qui s'est mis en place. Parce qu'au début, on était que deux trois à jouer de temps en temps. Et puis en fait, les gens, ils passaient. Et comme c'est dans un magasin, ça, je pense, c'est un truc assez important. Bah, les gens, ils nous voyaient jouer en fait. Le public, il défilait toute la journée. Ils nous voyaient jouer, ils comprenaient pas. Ils disaient, mais vous faites du 40K, Space Marine contre Space Marine, mais je comprends pas. C'est quelle légion, c'est quel chapitre, tout ça. Et nous, on leur expliquait. Non, non, c'est pas du 40K, c'est 10 000 ans dans le passé, c'est du Horus Heresy, tout ça. Non, mais je vois tout à fait, parce que, bon, pour ceux qui me connaissent depuis avant YouTube, vous savez que j'ai fait à peu près la même chose avec Battlefield Gothic. Et j'essaye de déclencher ces cercles vertueux, de amener toujours plus de joueurs. Mais effectivement, comme nous, on n'a pas l'autorisation de jouer en boutique parce que le jeu n'est plus vendu, ben, on n'a pas cet aspect visibilité, donc on est un peu plus discret. Mais qu'est-ce que tu dirais, toi, à quelqu'un qui actuellement trouverait comme argument pour pas se lancer dans Horus Heresy, que le jeu n'est pas joué, que ça se vend pas, qu'il y a personne, que c'est du Marines contre du Marines, quelque chose que... Bon, celle-là, je vais y répondre moi-même, hein. Quand vous regardez des tables de Warhammer 40 000, en général, c'est du Marines contre du Marines. Sauf que là, ça fait sens, quoi. Et qu'est-ce que tu tendrais comme appât pour essayer d'attraper le chaland qui regarde la figurine et qui s'y mette? Alors, il y a plusieurs trucs, parce qu'effectivement, tu donnes plusieurs arguments qui se valent aussi. Et tu finis en disant quel appât tu lances pour attirer les gens. Ouais, un truc important, c'est... je défends toujours que Horus Heresy, ça va pas forcément plaire à tout le monde. Je pense pas qu'Horus Heresy, il n'y a pas le côté élitiste de dire c'est pas fait pour tout le monde. Mais il y a ce truc de je pense pas que ça peut plaire à tout le monde. Horus Heresy, ça demande quand même d'avoir une armée qui est assez grande. On peut jouer en petit format Horus Heresy, mais rapidement, les règles, elles encouragent à monter en format, et sans partir sur des parties apocalypse à 10 000 points, déjà d'avoir 2000 points, ça permet de faire des parties assez intéressantes, où on peut jouer les règles de sa propre légion, etc. 2000 points Horus Heresy, c'est pas un 2000 points de Warhammer 40 000, et on va avoir beaucoup plus de figurines, en moyenne, j'entends, parce qu'il y a toujours des armées qui vont avoir moins de figurines, des unités plus spécifiques et tout, mais on va dire en règle générale, on a quand même beaucoup plus de figurines sur une table de Horus Heresy que de Warhammer 40 000. Les escouades de base de Horus Heresy, c'est des Marines tactiques, c'est des Space Marines avec un bolter qui sont alignés à la chaîne, ça se joue par 10, il n'y a pas les petites escouades par 5, et puis on peut les monter à 10 comme dans 40K, c'est les effectifs de base c'est 10, et on peut monter à 20. Rien que ça, c'est trop cool, jouer des gros paquets de 20 Space Marines. Il faut voir qu'il y a aussi une traduction fleuve derrière, parce que les Résidorus, en fait, les légions de Space Marine, elles sont immensément peuplées. C'est des effectifs qui dépassent de très très loin les restes en fait des légions qu'on retrouve à Warhammer 40 000. C'est très rare de voir des Space Marines dans l'univers, on va dire, dans le fleuve de Warhammer 40 000. C'est plutôt des petits engagements, des petits effectifs qui sont déployés, tout ça. On a des bouquins où il y a 5 Space Marines, ou même des jeux où il y a 5 Space Marines qui arrivent sur une planète, ils sauvent la planète. À Horus Heresy, on va dire qu'il y a moins ça. C'est un truc qui est présenté dans les bouquins, dans le fluff et dans le jeu lui-même, qui est retranscrit dans le jeu. C'est qu'effectivement, une légion, quand elle est déployée, c'est plus des rangées entières de Space Marines, des centaines, voire des milliers de Space Marines, et donc qui s'affrontent les uns les autres et qui vont, entre guillemets, se massacrer. Et le jeu, il représente un petit peu ça, c'est-à-dire que des Marines, on va pas juste en aligner 5, 10 ou 15, on va vite monter dans une partie à 2 ou 3000 points, c'est pas rare de voir des armées à 60, voire 100 Marines qui sont sur une table. Donc ça, pour l'argument de... quand moi je dis que c'est pas pour tout le monde, c'est qu'il y a aussi des personnes qui vont avoir du mal, financièrement, ou même en termes de temps, d'énergie ou quoi, à aligner 100 Marines peints sur une table, rien qu'à les acheter, les monter, etc. C'est beaucoup de temps de peinture, de montage, etc. Donc effectivement, c'est tout de suite un projet qui demande du temps et de l'investissement. C'est pas comme une petite kill team où tu achètes ta boîte à 30 €, tu la peins, et puis c'est bon, tu peux jouer, t'es tranquille, quoi. Donc rien que de ce côté-là, il y a une petite exigence, on va dire. C'est sûr. Bon, alors après, la boîte de Kill Team est à 60 € maintenant. Putain, le mec vit dans le passé. Ouais, non, mais je vois ça. Mais effectivement, si on veut un ratio sur la population du Space Marine, alors je sais pas ce qu'en est
le fluff le plus moderne et le plus abouti avec l'arrivée des Primaris, mais avant ça, les chapitres, c'était, si ma mémoire ne m'abuse, 1000 Space Marines à peu près. Les Légions, on est en général sur 100 000, voire même plus que ça. Il y a des chiffres sur lesquels, bon, là on parle du lore, hein, on est vraiment sur des questions de nerds puants, mais... Oui. Mais il me semble que les Ultramarines sont particulièrement populeux, puisqu'ils auraient pu absorber des membres des 2 légions disparues. Il est aussi dit que l'Alpha Légion est particulièrement populeuse, parce qu'elle a eu extrêmement peu de pertes tout au long du conflit. Donc les 100 000 voire plus sont souvent bien plus que ça en réalité. Donc voilà, donc de ce point de vue-là, le jeu, c'est un investissement de temps, d'argent, etc. L'autre aspect qui peut être un petit peu rebutant avec Horus Heresy, je pense que c'est les règles. Mais pour moi, c'est pas forcément un frein, c'est juste il faut être peut-être un peu plus motivé. Je pense que maintenant, Warhammer 40 000, tu prends quelqu'un, tu lui expliques pendant 1 heure, 2 heures les règles de base, il a compris le jeu, il peut y aller, c'est parti quoi, il peut faire sa première partie, et après il va découvrir toutes les spécificités de chaque détachement, chaque faction, chaque stratagème, etc. Et finalement, c'est là qu'il y a la profondeur dans le jeu de Warhammer 40 000. Dans Horus Heresy, les règles de base, elles sont un petit peu velues. Des fois, c'est de la complexité intéressante, des fois, c'est de la complexité juste parce que le bouquin est pas très bien écrit. Il faut dire aussi, aussi ce qui est. Il y a des fois, il faut lire un peu entre les lignes. C'est un peu old school, en fait, sous certains aspects, et on ressent les vieilles règles V3, V4... qui sont parfois, qui peuvent être un peu litigieuses d'un livre à un autre, d'un paragraphe à un autre. Des fois, c'est un peu le livre dont vous êtes le héros, quoi. Tu lis la règle, il te dit nana, mort instantanée. Allez voir page 234. Tu vas lire la mort instantanée, il te dit référez-vous au tableau sur l'endurance, page 667. Et donc, du coup, tu es tout le temps en train de passer d'un paragraphe à un autre, d'une page à une autre. Je vois tout à fait. En ce moment, je suis sur le bachotage, littéralement, des règles de The Old World, c'est exactement la même chose. Je me projette tout à fait, effectivement, le livre dont vous êtes le héros est une très bonne analogie. Et pour moi, c'est ok, en fait. Il y a des parties de Horus Heresy où je joue maintenant depuis peut-être 3 ans, avec des personnes qui jouent depuis encore plus longtemps que moi. On fait des parties, et on est tous les deux le nez dans le bouquin, en train de dire « Alors attends, cette règle-là, comment tu la lis ? Non, attends, il faut aller voir dans tel bouquin, tel machin. » Donc en fait, c'est plus ou moins admis que dans une game de 30K, personne ne connaît ces règles par cœur. Il y a des fois, il faut faire un peu des approximations, ou il faut aller rechercher un petit peu la règle pour se rappeler comment c'est écrit. Et en fait, c'est pas tellement un problème. Pour moi, ça empêche juste, ou ça gêne, j'ai pas encore trop d'avis là-dessus, mais un jeu compétitif à 30K, je pense qu'effectivement c'est un peu compliqué, parce qu'il y a certaines règles qui sont tellement soumises à l'interprétation, à la lecture, et puis au final aucun joueur arrive à se mettre d'accord, et on dit bon bah allez, on dit sur un 4+, la fameuse règle du 4+, si on n'est pas d'accord sur une règle, on lance un dé, sur 4+, c'est une version, sur 3 ou moins, c'est une autre version. Et ça permet quand même de résoudre beaucoup de conflits et d'avancer dans la partie sans passer tout son temps à lire le bouquin, quoi. Parce qu'à un moment, il faut quand même lancer des dés et jouer. Je pense que pour un jeu compétitif, c'est un peu plus compliqué. Et je pense que c'est aussi pour ça que Warhammer 40 000 s'est affranchi de beaucoup de ces règles-là. Parce que je pense que c'est maintenant même assez admis que Warhammer 40 000, il veut aller vers un jeu assez lissé, assez facile à lire, assez facile à arbitrer, et qui puisse se prêter à du compétitif, à petite ou à grande échelle, mais que ce soit possible d'apprendre les règles par cœur. Et voilà, les règles, elles sont comme ça et pas autrement. Et on peut jouer, on peut se concentrer sur la partie, le tournoi, je sais pas quoi. Horus Heresy, il y a moins ça, donc je pense qu'effectivement pour du compétitif c'est plus compliqué, mais si c'est fait dans du bon esprit, à mon avis, il n'y a pas de... Ouais, il n'y a pas de problème, quoi. Pas de problème. Ok. Et du coup, tu nous parlais de compétitif Horus Heresy, ça existe, pour de vrai ? Oui, alors excellente transition. Merci mon cher Didier. Puisque là, au moment où on enregistre, dans 2 jours, je vais faire une compétition d'Horus Heresy, justement. C'est le Montreux Heresy Show, donc qui fait partie d'une grande convention de la figurine, qui s'appelle le MMS, à Montreux, en Suisse, qui a lieu tous les ans. Et qui profite justement de ce grand salon de la figurine pour faire une compétition avec une 20aine de joueurs sur du Horus Heresy. J'avoue que moi j'ai toujours été un petit peu dubitatif face à ça, parce que c'est les arguments que je donnais. Je pense que le jeu il est plutôt ouvert
a un aspect plus narratif, à la cool, entre les copains, tout ça. Mais je pense que si la compétition elle est faite dans un bon esprit, avec des personnes qui recherchent pas forcément la gagne, mais qui recherchent aussi le plaisir de jeu, à savoir que c'est un tournoi qui est un peu particulier parce qu'il n'y a pas de prix de la victoire. Il y a un prix du fair play, il y a un prix de la plus belle figurine, de la plus belle armée, et quelques autres prix comme ça, mais la victoire a pas l'air d'être tellement mise en avant. Là, je prends beaucoup de pincettes quand j'en parle parce que du coup, j'y suis encore jamais allé. Je vais découvrir ça dans 2 jours. Donc peut-être que j'aurai un avis différent après. Eh ben écoute, n'hésite pas à nous faire un débrief dans Ouais. les commentaires Oui, c'est une bonne idée. sur comment ça s'est passé. Ouais. Et donc du coup, pour Horus Heresy. Donc tu donnais les arguments de... faut 25 minutes pour répondre à une question. Tout a commencé avec Horus. Non. Bon, donc tu parlais des arguments pour les... Par exemple, le Space Marine contre Space Marine, c'est vrai que c'est un argument qu'on entend assez souvent. Donc déjà, c'est vrai que, comme tu l'as dit, 40 000, Warhammer 40 000, c'est déjà presque du Space Marine contre Space Marine, si on compte toutes les factions de Space Marine. Oui, et ça sans parler du retour absolument absurde des Primarques, qui, je trouve, ruinent le lore en cassant l'aura mythologique qu'ils avaient avant leur retour. Mais du coup, oui, je pense que c'est un argument qui est difficile à valider de nos jours, d'autant plus que... d'autant plus qu'il n'y a pas que du Space Marine en réalité. Ouais. Il y a aussi la garde impériale, représentée par la Solar Auxilia, mais en réalité on peut utiliser plein d'autres figurines, puisque Ouais. il y a autant de régiments impériaux que dans 40K. Il y a la Solar Auxilia, et en fait, ce qui va être très 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 vaste, aussi vaste que la garde impériale, c'est ce qu'on va appeler la milice. C'est l'Excretus Imperialis, c'est vraiment toutes les petites troupes humaines envoyées pour combattre avec les Space Marines. Et ça, il y a des règles pour les jouer. Il y a des Custodes, il y a du Mechanicum, il y a des Chevaliers, il y a des Sœurs du Silence. C'est vrai qu'il n'y a pas de Xenos, mais il y a beaucoup de factions impériales, ou renégates aussi, parce que c'est vrai qu'il y a des règles pour jouer des démons, le Dark Mechanicum, tout ça. Donc il y a quand même moyen d'avoir d'autres factions. Malgré tout, c'est vrai que quand on va faire une partie, dans 90% des cas, ça va être du Space Marine contre Space Marine. Et c'est aussi là où le jeu est le plus équilibré, on va dire. Ce qui est un des arguments positifs pour moi dans le fait que ce soit du Space Marine contre Space Marine, c'est que globalement on va avoir à peu près les mêmes armes contre à peu près les mêmes endurances, les mêmes sauvegardes, etc. Et donc le jeu va quand même globalement être assez équilibré. Il va pas y avoir un côté de la table qui va avoir des armes dégâts 12 qui ignorent les invulnérables, pour reprendre l'exemple qu'on avait donné, et l'autre qui doit se battre avec ses petits bolters. Finalement, s'il y en a un qui a une arme très très forte, l'autre il a aussi possibilité de l'avoir s'il dépense les points pour, etc. Et le petit bolter, en fait, on va tous l'avoir, et on va se rendre compte que finalement, beaucoup du travail, ça va être accompli par des Space Marines avec des bolters, et je trouve que c'est assez représentatif de l'univers. Ça remet un petit peu en avant le Space Marine avec son bolter, tout simplement, parce que c'est quand même, dans le fluff, une arme, un guerrier qui a été designé pour gagner des croisades, des conquêtes, gagner des mondes entiers, tout ça. En fait, oui, on a envie de les voir mis en avant, et là, dans Horus Heresy, c'est complètement le cas. Et du coup, comment tu fais pour différencier les différentes légions, les différentes armées, puisque j'imagine que personne n'a envie de jouer aux dames avec ses figurines, Ouais. et on a envie de personnaliser un peu ce qu'on fait. Absolument, et en fait, c'est là que vont entrer en jeu les légions. En fait, quand on joue à Horus Heresy, ok, on joue Space Marine, mais on joue... En fait, personne se dit « je joue Space Marine à Horus Heresy ». Quand tu poses la question à un joueur « qu'est-ce que tu joues ?», il va te répondre par le nom de sa légion, en fait. Et on est vraiment très attaché à chaque légion qu'on joue, donc qui sont au nombre de 18, puisqu'il y en a 2 qui ont disparu. Pas de marque. On va couper l'extrait. Donc il y a 18 légions qui sont jouables, et qui sont bourrées de personnalité. C'est-à-dire qu'elles sont tout aussi riches qu'une faction de Warhammer 40 000, voire parfois plus, sous bien des aspects. Quand tu joues Iron Warriors, t'as pas l'impression de jouer White Scar. Quand tu joues Dark Angel, t'as pas l'impression de jouer Death Guard. C'est vraiment des armées qui sont très différentes, et qui vont te donner très rapidement des rites, des détachements spécialisés, des traits de seigneur de guerre qui vont influencer aussi la partie, comment tu composes ta liste, etc. Des équipements spécifiques, des améliorations que tu peux donner à tes unités, à tes personnages. Un exemple que je prends souvent, parce que pour moi c'est une des légions les plus réussies à Horus Heresy, c'est les Night Lords. Quand tu joues Night Lords, tu peux mettre des vouges tronçonneuses,
des armes tronçonneuses spécifiques à tous tes personnages, à toutes tes unités spéciales. Tu peux donner la peur à tes personnages, genre sous forme de trophées qu'ils ont sur eux et qui font flipper toutes les troupes autour. Tu peux leur donner la vision nocturne, t'as des rites de guerre pour jouer des rapaces, donc c'est les raptors qu'on connaît à 40k et qui sont là, ce sont des troupes exclusives des Night Lords et qui déconnent pas du tout. Et tu peux les jouer comme des troupes, plein de choses comme ça qui te permettent de vraiment, quand tu joues Night Lords, t'as vraiment pas l'impression de jouer autre chose que des Night Lords. C'est-à-dire tu vas jouer sur la peur, sur le fait de combattre pendant la nuit, tu vas faire fuir tes adversaires, tu vas leur faire des tests de morale avec des malus ahurissants à -3, -4, -5. Et donc c'est vraiment un jeu spécifique que de jouer Night Lords. Comparé à d'autres légions où tu vas jouer, en Iron Warriors par exemple, tu vas beaucoup plus te reposer sur des armes lourdes, de l'anti-char, des armes à shrapnel que mes adversaires adorent. Les armes à shrapnel qui sont particulièrement pénibles, qui sont c'est des armes particulières qui donnent vraiment l'impression de jouer Iron Warriors et pas une autre légion. Donc finalement, même si c'est que du Space Marine contre Space Marine, il y a quand même une grande profondeur de jeu et beaucoup d'intérêt à jouer une légion, et ça te donne vraiment envie d'aller au bout de ta légion. Il y a énormément d'entrées qui sont accessibles finalement à toutes les légions, mais quand tu joues Night Lords avec tous tes rapaces, tes choses comme ça, tu vas être moins intéressé de jouer des grosses armes d'artillerie et tout. Tu vas plutôt aller chercher des attaques rapides, des motojets, des land speeders, des avions, des choses dans le genre. Et il y a vraiment cette idée de coller à une thématique qui est intéressante d'un point de vue narratif, fluff, tout ça, parce que on aime bien une armée qui colle à l'identité qu'on a de l'armée, mais aussi d'un point de vue de jeu, parce que tu vas vraiment pouvoir... les règles te permettent en fait de vraiment approfondir le sujet dans ce sens-là, quoi. Ok, donc on se rend compte que c'est un jeu qui est réellement conçu pour être un jeu narratif. D'une part parce que on n'est pas foutu de connaître les règles suffisamment pour vraiment faire de la compétition. D'autre part parce que, comme tu nous as dit, quand tu te lances dans une armée, ça va forcément être un projet de longue haleine, avec énormément de figurines. T'as un choix qui se traduit et d'un point de vue esthétique, avec le modélisme, la peinture, etc., et d'un point de vue des règles. C'est vrai que, pour le coup, ça n'a pas l'air d'être le genre de jeu où tu peux multiplier les projets d'armée, en réalité. Et du coup, effectivement, c'est un jeu qui est vraiment axé sur le narratif. Et du coup, je vais revenir sur, comment ça s'appelle, sur les Chroniques de l'Hérésie, dont tu parlais tout à l'heure, puisque clairement tu nous l'as présenté comme étant une convention qui répond aux conventions narratives qu'on pourrait s'imaginer, avec des règles qui ont un sens, qui racontent quelque chose, des batailles qui se déroulent en simultané, de l'apocalypse, une intervention des organisateurs en plein milieu pour dire « Attention aux nouvelles règles !» C'est ça. En fonction des événements. Et du coup, j'ai cru comprendre que tu t'étais rapproché de l'orga de l'événement. Est-ce que tu peux nous en parler un peu plus ? Ouais, c'est ça. Donc, je me suis de plus en plus impliqué dans Horus Heresy, à mon échelle, et puis à l'échelle, on va dire, un peu plus nationale, puisque depuis mai dernier, je fais partie de l'équipe d'organisateurs de ces fameuses Chroniques de l'Hérésie. Donc moi je les ai rejoints sur l'aspect, on va dire, qui me plaît le plus, là dont on a beaucoup parlé, c'est justement le côté narratif. Comment est-ce qu'on ajoute dans une partie de jeu où il faut qu'il y ait des règles plus ou moins rigides, mais il faut qu'il y ait des règles, il faut qu'il y ait un scénario, des points à marquer, etc. Comment est-ce qu'on rajoute dans ce type de partie des règles dans lesquelles on va un peu s'immerger, qui vont nous faire imaginer des trucs, qui vont nous faire un peu rigoler, rêver, ou des fois qui vont nous embêter, mais voilà, des règles, on va dire, un petit peu en dehors du cadre, pour faire transparaître dans une partie d'un jeu un côté plus narratif, de l'immersion, du lore, le fluff, quoi. Donc je les ai rejoints depuis mai dernier. Donc les Chroniques de l'Hérésie, jusqu'à aujourd'hui, c'est 3 éditions par an. Donc là, j'en suis à la 3e que j'ai organisée, puisque avec celle de mai dernier, j'ai organisé une en novembre cette année et une en février, donc qui s'est terminée il n'y a pas longtemps. Et donc là, on est en train de préparer une nouvelle chronique qui va avoir lieu en mai prochain. Donc là, la boucle sera un petit peu bouclée après un an de chronique. L'idée derrière les chroniques, donc, c'est plusieurs événements par an. Donc pour l'instant, c'est 3 par an.
on essaye d'axer ces événements autour d'une thématique. Et là, depuis 2 ans, c'est une thématique annuelle. C'est-à-dire que sur l'année, on va choisir une thématique, donc une grande bataille ou une grande campagne de l'hérésie d'Horus. Et à travers les différents actes de cette année, on va jouer les différents actes de cette campagne. Par exemple, cette année, on a choisi la guerre solaire, donc, qui est un passage très intéressant de l'hérésie d'Horus, qui comporte beaucoup de pages blanches, donc sur lesquelles on peut aussi imaginer beaucoup de choses, inventer certaines choses aussi, parce que l'idée, c'est pas de faire de l'historique pur et dur. Sinon, on pourrait rien inventer et il n'y aurait pas de place pour les joueurs dans ce contexte-là. Oui, d'autant plus que si on s'accroche stricto sensu au livre, au roman de la saga de l'hérésie d'Horus, à chaque fois, ça fait le focus sur un événement, un personnage, un équipage de vaisseau, une branche de la Légion, etc. On est très très loin de couvrir l'ensemble des conflits qu'il y a eu au cours de cette guerre à l'échelle galactique. Ouais, voilà. Et on va suivre, on va dire, les personnages principaux, qui sont les personnages de la saga de l'hérésie d'Horus, qui maintenant comporte un nombre de bouquins ahurissant. Il y en a 70, 80-90 peut-être, en comptant vraiment toutes les séries annexes qui sont sorties. Donc on va suivre ces personnages principaux, on va suivre les primarques, les grands capitaines, etc. Mais finalement, il y a des batailles qui sont même pas racontées ou qui sont juste évoquées. En février dernier, donc les dernières chroniques, on a joué la bataille d'Uranus, donc les différentes lunes qui gravitent autour d'Uranus et qui sont fortifiées par Rogaldorn pour servir pour protéger justement le système solaire. C'est évoqué, je pense que c'est 3 ou 4 pages dans le livre de la guerre solaire. Et donc en fait c'est intéressant parce que ça nous donne matière à inventer des éléments narratifs, des batailles, des enjeux pour un événement comme les chroniques. Mais ça laisse aussi beaucoup de pages blanches pour imaginer certaines choses qui se sont passées, prendre certaines libertés par rapport à la présence d'un personnage ou pas, par rapport à la présence d'une légion ou d'une autre, qui n'est pas évoquée, mais là, faut voir que l'hérésie d'Horus c'est tellement vaste, ça fait appel à des armées tellement immenses, que c'est jamais trop un problème de dire, là c'était pas précisé dans les bouquins, mais il y avait un petit détachement de Salamanders qui était là pendant la guerre solaire. Parce qu'après tout, les Salamanders, ils sont pas tous morts pendant la trahison de Istvan, il y en avait bien quelques-uns à droite, à gauche qui ont mené leurs petites affaires, et c'est totalement possible de dire, en fait, il y en avait quelques-uns qui étaient sur Terra, qui étaient pendant la guerre solaire, et donc ça nous permet de mettre en place une partie, un événement où des Salamanders sont présents, parce que si un joueur il veut jouer ses Salamanders, il n'a pas d'autres armées, il a envie de jouer ses Salamanders dans un événement narratif, c'est délicat de lui dire non, tu peux pas jouer parce que c'est pas dit dans les bouquins que ta légion elle était présente. Nous, on va être restrictif sur les personnages, sur par exemple les primarques, Vulcan, on va pas autoriser qu'il ait fait partie de la bataille d'Uranus, etc. Parce que clairement, ça changerait énormément l'histoire de dire qu'un primarque était présent sur une bataille où il n'a pas été évoqué. Alors que un petit détachement de Salamanders, petit de 100 ou de 200 Space Marines, en fait, comme on disait, les D'Horus, c'est des chiffres qui sont tellement immenses, c'est des batailles tellement immenses, que c'est pas très gênant d'imaginer qu'il y a un petit détachement d'une légion qui soit présente. Donc, beaucoup de pages blanches, donc ça nous permet de pages vierges, ça nous permet d'inventer certaines choses et d'être assez ouvert pour accueillir beaucoup de personnes, le plus de personnes possible. En fait, on se veut assez accueillant, c'est ça aussi les chroniques. On veut que ce soit ouvert aux vieux de la vieille, aux grands anciens qui convertissaient leur Space Marine Firstborn en MK4 ou en MK6. On veut aussi que ça puisse accueillir des nouvelles personnes qui ont découvert Horus Heresy il y a 1 an ou 2 et qui ont une armée, ok, mais qui n'ont pas non plus 10 000 armées pour coller forcément avec la thématique de l'événement et tout, qui n'ont pas forcément envie de trop se prendre la tête avec il faut absolument que mon armée corresponde avec le fluff, la narration, tout ça. Donc on va dire c'est un travail un petit peu de discussion et de confiance entre les organisateurs et les joueurs qui viennent participer, où nous on va poser certaines règles, mais on laisse aussi la porte ouverte aux joueurs pour venir proposer leurs propres armées, leurs propres fluffs, quoi. Ok, et du coup, donc t'as été à l'organisation, t'as été joueur avant, est-ce que t'es toujours joueur, ou en tant qu'organisateur, tu ne joues plus? Alors je suis toujours joueur, beaucoup déjà en dehors de l'événement, en dehors des chroniques. Je joue toujours régulièrement dans mon cercle de jeu. Là en ce moment c'est autour de Metz, où on en parlait tout à l'heure, les joueurs ils sont très présents, ça joue beaucoup au magasin de Metz, mais même en dehors, un peu chez les copains, tout ça.
Et aux chroniques, on va dire que la casquette d'organisateur fait que parfois il faut délaisser un petit peu le jeu. S'il y a une annulation le jour J, et qu'on était un nombre pair, forcément on se retrouve impair, il faut qu'il y ait un joueur qui saute. En priorité, ça va être les organisateurs. Donc moi c'est déjà arrivé sur une chronique que je joue pas parce qu'il y avait une personne qui était malade le jour J. On sait que ça fait partie du contrat, c'est un peu comme ça que ça fonctionne. Et c'est pas si dérangeant parce que finalement l'organisation ça demande beaucoup de temps, beaucoup d'énergie. On doit faire attention à 10 milliards de choses en même temps, je pense que tu connais ça aussi. Et du coup parfois c'est pas incompatible, mais essayer de faire l'organisation et le jeu en même temps, parfois c'est compliqué de réussir à gérer les deux en même temps. Donc finalement, parfois, de pas jouer et d'être juste sur l'organisation, ça permet de mettre plus d'énergie sur l'orga à proprement parler, et notamment toutes les petites règles narratives, ça permet de discuter avec les joueurs, de leur donner des petites cartes discrètement qu'ils vont pouvoir utiliser pendant la partie, ou des choses comme ça. Donc il n'y a pas de problème sur le fait de pas jouer, on va dire que ça arrive. C'est pas nécessairement, mais ça arrive. Ok. Et du coup, les chroniques, c'est spécifiquement le jeu Horus Heresy, ou ça peut être d'autres jeux ou d'autres manières de jouer qui gravitent autour de l'Horus Heresy. Alors effectivement, les chroniques, ça a toujours défendu ce côté un petit peu multi-jeu. C'est déjà arrivé qu'il y ait des événements aux chroniques qui soient spécifiquement dédiés à Adeptus Titanicus, ou spécifiquement dédiés à Epic, par exemple. Là, maintenant que les chroniques elles prennent de l'ampleur, donc moi, quand je suis arrivé, c'était les premières chroniques où on était un peu plus d'une vingtaine. On a fini par complètement remplir la salle et à être vraiment à devoir presque pousser les murs pour tous rentrer dans la salle et pour pouvoir jouer. Depuis cette année, une nouveauté, c'est qu'on est capable d'avoir 2 salles au lieu d'une. Donc c'est assez énorme. Et c'est vrai qu'on n'en a pas parlé, ça se passe à Noisiel, donc c'est à côté de Paris. C'est la mairie de Noisiel qui met cette salle à notre disposition. Donc effectivement d'avoir 2 salles ça change un petit peu la donne et ça nous permet d'imaginer les choses autrement, de voir les choses un petit peu plus grand. Et donc cette année pour la guerre solaire on a mis en place d'autres jeux et donc on propose aussi du Zone Mortalis, donc le Burning Action de Warhammer 30 000, d'Horus Heresy, et du Battlefield Gothic. L'idée c'est que la guerre solaire, donc c'est une bataille qui se passe essentiellement dans l'espace. Il y a des batailles sur les différentes planètes, les différentes lunes, les forteresses spatiales, tout ça, et c'est ce qu'on représente avec nos batailles d'Horus Heresy. Mais il y a aussi beaucoup de batailles qui se passent dans l'espace, entre des vaisseaux, les Loyalistes contre les renégats, autour des planètes, autour des lunes, dans les champs d'astéroïdes, etc. Et donc ça, Battlefield Gothic permet de mettre ça en avant, permet de le représenter. Ça aurait été très dommage de faire un événement en guerre solaire pour finalement même pas représenter les vaisseaux qui sont quand même le cœur, on va dire, de la bataille. Et Zone Mortalis c'est super pour ça aussi, parce que ça permet de jouer les petites batailles d'abordage dans les soutes des vaisseaux, pour faire tomber les forteresses spatiales, les choses comme ça. Et donc ça c'est super intéressant en termes de jeu, parce que ça permet aussi d'ouvrir plus de places, d'ouvrir plus de profils. C'est-à-dire que depuis qu'on a ouvert Battlefield Gothic, on a accueilli des personnes qui jouent spécifiquement à Battlefield Gothic, qui jouent pas du tout à Horus Heresy, mais qui connaissaient l'événement, qui ont été attirés, et qui justement ont pu permettre d'apporter des nouvelles personnes, des nouveaux regards, des nouveaux profils. Et c'est toujours intéressant de mélanger des personnes d'origines différentes, qui se sont intéressées dans ce même univers, on va dire, mais pour des jeux différents. Ça donne de nouveaux regards. Enfin, c'est super, ça fait des super rencontres. Et d'un point de vue de jeu et de narratif aussi, c'est génial, parce que, et ça on va dire c'est un petit peu sur quoi je bosse le plus, c'est dans l'optique d'inventer un petit peu ces règles pour créer l'immersion, créer la narration, et d'avoir des parties de Battlefleet en même temps que des parties d'Horus Heresy. Là c'est le pied absolu, parce qu'on peut complètement imaginer les vaisseaux qui se battent au-dessus d'une planète, et puis un vaisseau qui va réussir à se mettre en orbite, et qui va envoyer des vaisseaux pour envoyer des munitions, des renforts, ou même pour bombarder la planète et faire des règles en plus. Et ça peut se traduire justement par des interactions entre les jeux. Et ça c'est super intéressant, c'est un peu une nouveauté, on va dire, une des nouveautés de cette année. Et justement, voilà, c'est ce qui est permis par le fait de multiplier les jeux. Donc ça, ouais. Ok, tu nous as vraiment bien vendu les chroniques de l'hérésie. Ça fait déjà 2 fois, je crois, que tu m'en parles, et je suis en mode, je voudrais venir, je n'ai pas de visibilité, je n'ai pas les moyens, je n'ai pas... Bon, le temps je l'ai, mais vraiment c'est le reste que je n'ai pas. La prochaine édition, elle se déroule quand ? Alors c'est en mai, c'est le 17 et 18 mai. On va bientôt ouvrir les inscriptions. Et donc du coup, à Noisiel, à côté de Paris. Ok, et où est-ce qu'on peut retrouver ces informations ? Alors nous, on communique surtout sur la page Facebook Horus Heresy France,
qui rassemble beaucoup de joueurs français dessus, c'est là on va dire qu'on communique le plus. Et c'est une page qui est super aussi parce que il y a vraiment beaucoup de joueurs de toute la France qui sont là, qui présentent aussi leurs événements. Il y a quelques petits événements qui ont lieu régulièrement en France. Et cette page, elle permet de se tenir au courant de tout ça. Et nous, c'est vrai, pour les chroniques, on communique beaucoup là-dessus. On va aussi faire un site qui recense toutes les informations, un site internet, quoi, qui recense toutes les informations sur les chroniques et qu'on va essayer de diffuser un petit peu plus largement. Et depuis cette année, on communique aussi sur le Discord de BFG France, puisque on nous a gentiment offert la possibilité d'avoir un petit salon où on peut mettre nos infos. Et vu que cette année, Battlefield Gothic est quand même bien mis en avant, et ça a vraiment porté ses fruits, parce que pour cette édition, là, en février, on s'est retrouvé avec 8 joueurs le samedi et 6 le dimanche, ce qui a vraiment permis de donner une vraie importance à Battlefield Gothic. Et les joueurs se souviennent encore des bombardements qui leur sont tombés dessus, ou des épaves de vaisseaux qui sont tombées au cours de la bataille sur la table, en soulevant des nuages de poussière et toutes ces choses-là. Donc, voilà, on communique aussi sur le Discord de... Ok. Ouais, et l'événement, il est ouvert au public, genre, pour venir observer en tant que spectateur, regarder un peu, prendre la température? Ce qu'on fait, c'est qu'on propose une place de spectateur qui représente en fait le fait de pouvoir venir, de pouvoir quand même partager le repas avec nous et de pouvoir circuler librement dans les salles, tout ça. Parce qu'il faut quand même imaginer qu'il y a beaucoup de personnes qui jouent au final, hein, on est de plus en plus nombreux, la dernière édition on était une trentaine. Et le jeu ça prend beaucoup de place, on est assez nombreux dans les salles, et pour pas tous se marcher dessus, on essaye d'encadrer un petit peu le fait de venir voir tout ça. Donc effectivement on propose une place de spectateur pour ceux qui aimeraient venir voir et qui n'ont pas forcément d'armée ou de temps pour rester toute la journée ou ce genre de choses. Mais spoiler, si vous venez en tant que spectateur, on vous mettra quand même un petit peu le doigt dans l'engrenage. Le dernier qui est venu en spectateur, il y avait un petit peu de temps libre, alors il a testé une partie de Battlefield Gothic et il est reparti avec des étoiles dans les yeux, et je pense qu'il est déjà en train de réfléchir à sa prochaine flotte. Merveilleux. Ouais, voilà. Donc c'est semi-spectateur, on va dire. Ok. Et donc, un avenir radieux pour Horus Heresy, tu penses? Qu'est-ce que tu penses des rumeurs d'une troisième édition d'Horus Heresy pour cet été, qui circulent avec assez peu d'insistance en réalité, puisque je dois connaître que 3 personnes sur les internets qui en parlent. Est-ce que c'est quelque chose qui t'embêterait? Est-ce que c'est quelque chose que tu accueillerais à bras ouverts? Est-ce qu'il y a des éléments qui pourraient être corrigés dans cette deuxième édition, qui ont vraiment des lacunes? Ou est-ce que, d'une manière générale, les joueurs de Horus Heresy ne veulent pas du rythme infernal qu'on peut retrouver sur les jeux principaux actuellement? En réalité, ouais, c'est plusieurs questions. Sur le dernier point que tu dis, je pense pas effectivement que les joueurs d'Horus Heresy ils aient envie de se retrouver avec un rythme trop rapide, effréné parfois on pourrait même dire, sur les sorties, les mises à jour, Parce que les sorties, finalement, on en a déjà beaucoup. Hein. Les sorties de figurines, on est vraiment, vraiment gâtés par Games Workshop. On dit le jeu il est de niche, mais quand on voit tous les jeudis il y a des reveals sur Horus Heresy, et des reveals de dingue, hein. Des fois il y a des figurines complètement dingues qui apparaissent. Donc on a beaucoup de sorties figurines, mais on va dire les mises à jour de règles, etc. Si c'est pour en avoir aussi rapidement, aussi fréquemment, et de façon presque incontrôlable de la part de Games, je pense pas que ce soit ce que les joueurs recherchent dans Horus Heresy. Je pense qu'il y a un profil, là je parle que de ce que moi j'ai vu de mon point de vue, on va dire, mais je pense que chez les joueurs Horus Heresy, il y a un peu un profil de pas ras-le-bol, mais presque une rupture par rapport aux autres jeux de Games Workshop, souvent Warhammer 40 000, parce que la plupart on vient de Warhammer 40 000 à la base, et on n'a pas envie, ou en tout cas on s'est lassé peut-être de toutes ces sorties, de toutes ces FAQ, je me rappelle même plus les noms que ça, les data slates et ces choses-là, qui font des mises à jour sur le jeu, même pas tant sur leur ergonomie, mais plus sur la dernière méta, le dernier tournoi, la dernière faction qui a gagné trop de batailles, et du coup il faut la rabaisser un petit peu en termes de règles, tout ça. Ça, je pense que Horus Heresy est beaucoup moins sujet à ça, déjà, parce qu'il n'y a pas tous ces événements, il n'y a pas toutes ces compétitions, tous ces tournois, il n'y a pas une recherche d'équilibrage aussi intense. Je pense que ce serait casse-gueule d'avoir autant de sorties, parce que le jeu est déjà tellement fourni qu'on aurait du mal à équilibrer à 100% le jeu de Horus Heresy. Pour ce qui est de la sortie d'une V3,
Ben effectivement, ouais, c'est des rumeurs qu'on entend un petit peu. C'est difficile de dire si c'est fondé ou pas. Euh, je pense pas qu'on en ait vraiment envie, pour tout dire, parce que on s'est un petit peu adapté à notre jeu, comme je disais tout à l'heure, des règles parfois un peu foireuses, mais qui sont tellement drôles, qui sont tellement cool. En fait, on s'adapte déjà, il y a déjà un petit peu des conventions entre nous de ok, cette règle elle est un petit peu bizarre, aucune FAQ n'a tranché, aucune personne n'arrive vraiment à trancher ce truc-là, et ben on s'accorde entre nous dans les cercles de joueurs où les organisateurs d'un événement ils vont décider ok cette règle-là on l'applique comme ça pendant l'événement. Donc en fait ces règles-là on se les adapte déjà entre nous. Je je suis pas sûr qu'il y ait besoin d'une V3 surtout si c'est pour aller dans une version très lissée et très épurée à la V8. Mais je pense pas non plus que ce soit ce que recherche Games Workshop, parce que je pense qu'ils sont conscients que la communauté Horus Heresy, c'est une communauté qui est déjà un petit peu en rupture par rapport à 40K, toutes ces mises à jour, ce côté un petit peu optimisation, tout ça. Je pense qu'ils sont conscients de ça et qu'ils veulent garder. Il n'y a rien qu'à voir ce qu'ils ont fait avec The Old World. C'est un jeu qui est pourtant récent, qui est sorti il n'y a pas longtemps. Et il y a toujours cette vibe un peu old school, un peu foireuse dans les règles. Ils savent que c'est des jeux qui sont plutôt designés pour des joueurs un peu à l'ancienne ou qui recherchent ça dans les règles. Donc je trouverais bizarre, mais bon, après on n'est jamais à l'abri de rien, mais je trouverais vraiment bizarre de transformer Horus Heresy en un 40K-like avec moins de règles fun et plus de règles lissées, on va dire. Parce que déjà, Horus Heresy V2, il faut voir que la sortie de la V2, ça a été ressenti pour les joueurs de la V1 un petit peu comme les joueurs 40K ont connu la V8. C'est-à-dire que Horus Heresy V1, c'était encore plus le délire que Horus Heresy V2. J'étais pas là, mais on en a beaucoup parlé, parce que c'est un sujet récurrent, on va dire. Et il y avait des règles encore plus délire, encore plus foireuses, encore plus fournies, etc. Et la V2 a cherché quand même à lisser et à clarifier beaucoup de ces petites règles-là. Au final, ça a embêté certains joueurs. Il y a eu une transition qui a pas été simple pour tout le monde. Mais les joueurs qu'on retrouve actuellement, ils se font très bien à ces règles-là, quoi. En plus de ça, la communauté, entre grands guillemets, sur Horus Heresy, elle grandit quand même beaucoup. Il y a de plus en plus de joueurs qu'on voit passer dans les magasins, qui s'intéressent au jeu, qui viennent nous voir aux chroniques ou dans d'autres événements. Ça joue quand même beaucoup à Horus Heresy. Ça, c'est vrai que c'était une de tes questions tout à l'heure. Finalement, comment je joue à Horus Heresy s'il n'y a personne qui joue autour de moi? Je pense qu'il y a quand même pas mal de joueurs, ou en tout cas pas mal de gens qui ont récupéré des figurines, récupéré des boîtes pour un projet d'armée, un projet de collection. Donc on est quand même assez nombreux sur le jeu. Et c'est vrai que des fois on sort pas trop entre guillemets de nos caves, quoi. On joue un peu chez nous, entre nos copains, à deux ou à trois, et le jeu a pas forcément de lisibilité. Mais on a la chance que ce soit un jeu officiel de Games, on peut jouer en magasin. Et effectivement, si on veut motiver un groupe de joueurs, il n'y a rien de mieux que de jouer de façon visible, de montrer ce qu'on fait. Ça peut être sur Internet, ça peut être dans un magasin, ça peut être sur d'autres médias, les réseaux sociaux, j'en sais rien, c'est pas trop ma spécialité. Mais je pense qu'il y a d'autres moyens de donner de la visibilité à son jeu pour motiver les personnes, non pas à se mettre au jeu, mais à sortir les figurines, parce que je pense qu'il y en a pas mal qui ont les figurines, qui les gardent un peu justement avec cette idée reçue il y a personne qui joue, je joue pas mon Horus Heresy. Mais si, il y a des gens qui jouent à Horus Heresy, et il suffit juste des fois de le montrer un petit peu. À Metz, c'est exactement ce qui s'est passé. Il y avait quelques mecs qui avaient leurs figurines, il y avait moi qui avait très envie, qui avait très envie de jouer et de montrer le jeu et tout ça. Et en fait, on s'est mis à jouer une fois, deux fois, trois fois au magasin, et puis il y a d'autres personnes qui sont venues qui ont dit ah bah tiens, Horus Heresy, mais moi j'ai des figurines. Bah ok, ramène-les, on fait une partie. Et puis on s'est mis... c'est arrivé au stade actuel où il y a, à force de faire des initiations, de présenter le jeu, de montrer le jeu à d'autres personnes, de montrer ça sur des réseaux, sur des Discord, tout ça. Là maintenant on est entre 10 et 15 joueurs actifs Horus Heresy autour, on va dire, du magasin de Warhammer Mess. Et on fait régulièrement des événements là-bas, des petites apocalypses, des grosses parties même. Le week-end dernier, on a fait une partie à 24 000 points contre 24 000 points, donc 4 contre 4. C'était assez impressionnant, avec un peu une vibe narrative comme on a pu en parler, avec des petites règles un peu marrantes, le public qui pouvait participer. Et ça, c'est aussi parce que le magasin, les personnes qui sont là-bas sont super, elles nous font confiance, elles savent que le jeu est intéressant, et pour le pousser, tout ça, elles nous ont libéré la salle du magasin, et donc
pendant toute la journée d'un samedi, on a pu faire notre énorme partie de gros nerds avec nos 48 000 points sur la table, nos titans, nos chevaliers, nos avions, tout ça, quoi. C'est vrai qu'une partie d'Apocalypse dans une boutique Warhammer Store en 2025, ça fait rêver quand même. Ça fait rêver. Bah, allez voir la page Facebook de Warhammer Mess, et régulièrement on fait nos grosses parties, et voilà. Et donc, encore une fois, on a divergé. Tout ça, c'était pour parler de la V3 d'Horus Heresy. Donc, effectivement, je pense pas qu'on en ait besoin. Je pense pas qu'on en ait particulièrement envie. Par contre, je pense effectivement qu'une petite mise à jour des règles, une petite FAQ, ça ferait pas de mal. Il y a eu une FAQ dans l'histoire, une ou deux, dans l'histoire de Horus Heresy V2. Mais on dirait qu'ils ont fait exprès de pas répondre à toutes les questions. Ils ont laissé certains trucs en suspens. Il y a certains points qui demeurent encore très, très flous. Donc, vous voyez, une petite mise à jour un peu plus en profondeur, on va dire, de ok, toutes les règles un peu litigieuses, tout ça, ça ferait pas de mal. Mais bon, là, on est dans la liste au Père Noël, parce que on sait pas exactement qu'est-ce qu'ils vont faire. Ça paraît bizarre qu'ils sortent une V3 maintenant, mais suivant tous leurs autres cycles sur les autres jeux, c'est vrai que tous les 3 ans, c'est le moment où ils mettent en place une nouvelle version. Donc techniquement, Horus Heresy, on est dedans, hein, ça fait 3 ans, donc cet été peut-être. Difficile à dire. Ok. Et du coup, on sait depuis une bonne dizaine d'années maintenant qu'il peut arriver à l'éditeur de retirer comme ça un jeu de la vente, d'arrêter de le traiter, de le mettre sous le tapis d'une manière ou d'une autre. On voit effectivement que Horus Heresy reçoit quand même énormément de sorties de figurines. On a les jeux annexes, notamment Légion Imperialis aussi, qui sont de plus en plus fournis. Quand je mets ça en parallèle du relativement faible nombre de joueurs qu'on peut voir, je me pose la question sur la pérennité du jeu sur le long terme. Est-ce que toi, t'es plutôt confiant ? Tu te dis que peut-être c'est porté à l'international par d'autres pays, que il y a suffisamment de joueurs, qu'il y a de plus en plus de joueurs, que ça va finir par occuper une véritable place, ou est-ce qu'il y a toujours le doute qui plane de « Ah oui, mais peut-être qu'il nous reste que quelques années, et puis ce sera fini, et puis on verra ce qui se passera ». Est-ce que tu es confiant dans l'avenir du jeu Horus Heresy ? Moi, je suis assez confiant, au moins à moyen terme. À long terme, c'est impossible de dire, parce que qu'est-ce qui va se passer d'ici 10 ans, on n'en sait rien. Mais à court et moyen terme, moi je suis très confiant, parce que quand on voit le nombre de sorties sur l'Horus Heresy, c'est, encore une fois, c'est assez dingue, quoi, hein. Il y a beaucoup de jeux qu'on passe ce traitement-là, et qui pourtant font partie des impondérables de Games Workshop, on va dire. Ils mettent en place beaucoup de choses, et c'est pas comme s'ils terminaient un cycle. Genre, ils sont pas juste en train de sortir, par exemple, les différents véhicules de Forge World qui sont en train de passer en plastique. Ça dure depuis un petit moment, tout ça. On aurait pu se dire, voilà, ils vont s'arrêter là, et là non, ils ont remis une pièce dans la machine, ils sortent tout le Mechanicum. Alors le Mechanicum, il y en a des sorties, il y a encore beaucoup de choses à faire. Et puis toute la Solar Auxilia, et pareil, il y a encore beaucoup de choses à faire. Donc il y a beaucoup de factions qu'ils ont commencé à attaquer, et pour lesquelles ils vont encore avoir des sorties pour un bon moment. Même chez les Astartes, ils n'ont pas encore tout sorti. Si on veut voir à long terme, il y a aussi toutes les sorties spécifiques aux Légions, parce que pour l'instant, ils ont sorti les unités génériques, les véhicules, tous les véhicules Astartes, même les unités à pied, l'infanterie, les Terminators, tout ça. Mais ils n'ont pas encore sorti les unités spécifiques, les Palatine Blade pour les Emperor Children, les Tyrans de Siège pour les Iron Warriors, tout ça, ils n'ont pas encore sorti les figurines en plastique. Et donc, s'ils voulaient vraiment sortir du plastique, ils en auraient encore pour des années devant eux, quoi. Et en plus de ça, je pense qu'ils essaient de créer un espèce d'écosystème Horus Heresy, pas seulement sur le jeu, mais sur, on va dire, l'univers, parce que ils ont ressorti Titanicus, mais vraiment spécifiquement lié à 30K, à Horus Heresy. Ils ont fait la même chose avec Légion Imperialis, ils ont ressorti leur vieux épique, et ils l'ont affilié à Horus Heresy, à l'univers d'Horus Heresy. Ce qui est aussi une façon pour eux de sortir un nombre limité de factions et de pas devoir s'embêter à sortir tous les Eldar, les Tau, les Necrons et compagnie.
Peut-être qu'ils feront la même chose avec un Battlefield Gothic, tout ça. Je sais que c'est un vaste sujet, mais ce serait pas déconnant, par exemple, qu'ils sortent un Battlefield Gothic, et pour pas avoir à se taper toutes les factions de BFG, de dire ok, c'est votre BFG, mais seulement pour Horus Heresy. Et donc il y a 2-3 factions, et puis voilà. Tout à fait, et c'est vrai que la question d'une ressortie de Battlefield Gothic, alors ça fait des années qu'on en parle, qu'on l'attend. Ils nous ont trollé il y a quelques années pour un 1er avril avec un acronyme BFG, etc. Alors que c'était pour Big Fucking Gun, je crois, pour des pièces d'artillerie de l'Astra Militarum. On a eu effectivement la ressortie enfin, pour beaucoup la sortie, mais pour les plus anciens, la ressortie de Burning Action courant V9, puis à nouveau en V10. On a eu tout un arc narratif avec les arches... Fatidiques. Les arches fatidiques, exactement. Qui reprenait toute l'esthétique de Battlefield Gothic, qui reprenait des vaisseaux éponymes, les châssis, les visuels, etc. Et où on s'est tous retrouvés à oui, d'accord. Et le sujet principal, Battlefield Gothic, c'est pour aujourd'hui ou pour demain. Alors j'ai entendu des rumeurs passer comme quoi en fait Games Workshop ne serait pas entièrement propriétaire des droits sur Battlefield Gothic, et donc aurait peut-être des problèmes pour le ressortir, ce qui ne veut pas dire qu'ils y travaillent pas, parce que visiblement le terrain a quand même été préparé. Et effectivement, la question d'un éventuel Battlefield Gothic à Horus Heresy fait débat, on va dire, au sein des quelques joueurs de Battlefield Gothic qui restent, puisque, d'un côté, on est tous un peu tristes d'imaginer le jeu se concentrant uniquement sur une paire de factions, même si chacune pourrait avoir des traits de légion ou ce genre de choses. Et en même temps, moi j'ai une position dessus qui est très ferme, sur le fait que ça n'empêchera pas les joueurs du jeu originel de continuer à jouer, puisque le jeu fonctionne très bien. Il a 26 ans, je crois, cette année, pour pas dire de bêtises. Les règles sont toujours tout à fait ok, je prends toujours beaucoup de plaisir à y jouer, c'est extrêmement varié, il y a toutes les flottes, et même plus que ce qu'il y a dans 40K. Et ça ne fera que donner de la visibilité au jeu de manière générale, même si c'est au travers d'une nouvelle édition qui est un peu amputée de ça. Ça donnera aux anciens joueurs de nouvelles figurines. Et puis aussi un aspect qu'on a tendance à négliger, ça clarifiera énormément de points du lore, puisque visiblement les écrivains qui ont travaillé sur la saga de l'Horus Heresy n'avaient pas spécialement lu le lore de Battlefield Gothic et se sont contentés de reprendre des appellations, des classes de vaisseaux, etc., préexistantes, contredisant le lore déjà existant, notamment le switch entre le châssis actuellement du Chaos et le châssis impérial en M36, avec la prérogative de Gaerox, etc. Alors que dans la saga de l'Hérésie d'Horus, on peut retrouver des croiseurs de classe lunar ou ce genre de choses. Ce qui aiderait beaucoup les joueurs, justement, qui font un crossover entre Horus Heresy et Battlefield Gothic, à travers les versions fan-made de BFG Heresy, qui sont une espèce de bricolage bric-à-broc branlant. Non, c'est très bien. Mais qui effectivement sont un peu contradictoires sur certains points. Bref, ça ferait un certain éclaircissement qui serait le bienvenu, et les joueurs actuels n'auraient absolument rien à perdre, mais tout à y gagner. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter au sujet de l'Hérésie d'Horus ou autre ? Non, je pense qu'on a un petit peu fait le tour. Le jeu est super. Essayez-le si jamais, ne serait-ce que vous avez la curiosité, ou si vous êtes attaché aux vieilles règles, si vous avez des bons souvenirs de vos parties en V3, V4, même V5, V6, V7 déjà. Si c'était pour vous une bonne période, et si vous faites partie un peu comme moi de ceux qui disent « Ah, c'était mieux avant », tout ça, c'est vrai que Horus Heresy permet de retoucher un petit peu cette vieille nostalgie dans un jeu pourtant actuel de Games, qui est mis à jour, qui est tenu, qui est surveillé, tout ça. Comme on disait au début, c'est vrai que ça demande un certain investissement, mais vous perdrez jamais votre temps, je pense, à essayer le jeu. Vous trouverez, je pense, en cherchant bien, un joueur ou deux, ou même un groupe de joueurs assez actifs qui a le jeu sous le coude et qui pourra vous faire essayer, vous faire découvrir un petit peu. Si vous êtes autour de Metz, on se retrouvera, et il n'y a aucun souci pour vous faire essayer le jeu, ça c'est sûr. Si vous n'êtes pas très loin de Paris, vous savez que vous avez les Chroniques de l'Hérésie qui est à Noisiel, où vous pouvez déjà venir assister à une chronique, regarder une partie, voir un petit peu comment ça se passe, tout ça.
Et puis voilà, essayer le jeu. Comme on a dit, je pense pas que ce soit. Ça va pas plaire à tout le monde, mais je pense qu'il y a une série de bons arguments pour le jeu. Il y a beaucoup de personnes à qui ça peut plaire. Et si vous êtes un petit peu motivé et que vous avez de la place pour un projet hobby qui prend du temps, qui prend de l'énergie dans votre vie de hobbyiste, je pense que ça peut clairement vous plaire et de se mettre dedans. C'est une expérience, monter une armée à Horus Heresy, c'est une expérience de modélisme, c'est une expérience un petit peu narrative, c'est une expérience de jeu. Le jeu propose vraiment quelque chose d'assez complet, je trouve. Que ce soit d'ailleurs Horus Heresy ou Légion Impérialiste, du coup, qui Oui. tend aussi à se développer. Ouais. Légion Impérialiste, je connais moins. J'ai déjà essayé un petit peu le jeu. On va faire une apocalypse à Metz dans 15 jours. Le running gag. Mais donc ouais, on va faire un apocalypse, un 2v2, mais bon, ça devrait déjà être assez impressionnant. Est-ce qu'il y a une date déjà fixée si l'interview sort sur YouTube avant cette date-là, ça peut être intéressant pour certains d'y jeter un œil. Ouais, c'est le 15 mars. Ce sera le samedi 15 mars, un petit peu sous le même format que ce qu'on avait fait ce mois-ci au Warhammer Metz. Ils vont nous laisser la table et donc on va faire notre énorme partie pendant toute la journée du samedi. Et n'importe qui peut venir voir, venir discuter avec nous. On va essayer de réfléchir aussi à des moyens d'interagir avec la partie et tout ça. Et ça devrait être assez impressionnant. Moi, donc j'ai peu d'expérience sur les jeux impérialistes, donc je peux pas en parler en profondeur. Mais l'impression que j'ai du jeu est vraiment géniale. Et il y a une échelle en fait qui est impressionnante, qu'on doit retrouver dans Epic, hein, évidemment. On retrouve plutôt dans les jeux impérialistes ce qu'on découvre dans Epic. C'est plutôt dans ce sens-là. Mais vraiment, chaque tour de Légion impérialiste donne l'impression qu'on a joué une partie entière de Warhammer 30 000. Il y a des escadrons de Land Raider qui débarquent, des centaines de Terminators. Enfin, on retouche un petit peu les échelles qui sont présentes dans les bouquins. Où effectivement, dans le siège de Terra, par exemple, on lit... alors, au détour d'une bataille, il y avait 50 Vindicators qui se baladaient pour attaquer un rempart. Ouais, ou des manipules entières de titans. Ouais, voilà. Des choses qu'on ne peut pas imaginer sur une échelle 28 mm en réalité, pour des raisons de... Non mais, je veux dire, il y a bien une paire de zinzinulars qui existent et qui font ça, mais pour des raisons de monétaires, pour des raisons logistiques, pour des raisons de... on a un peu de conscience adulte, quelque part, qui fait qu'on estime que déjà, un Warhound, c'est beaucoup. Mais 2, c'est mieux. Voilà, des choses qu'on peut se permettre, du coup, à Légion Impérialiste pour moins cher, qui prennent moins de place, et qui, visuellement, sont absolument saisissants. Ouais, complètement. Et Légion Impérialiste, ça permet aussi ça. Donc, comme je disais, je peux pas donner trop de conseils sur le jeu parce que j'ai pas du tout l'expérience ou quoi. Les règles ont l'air d'être bien fournies et bien, on va dire, leur petit degré de complexité aussi. Il y a moins l'air d'y avoir de spécificité vraiment de Légion en Légion, mais parce que le jeu est très jeune aussi. Hein. Pour l'instant, il a eu un livre de base et un supplément, je crois. Je crois qu'il y a eu que 1 ou 2 suppléments. Mais on commence à avoir l'idée, effectivement, que chaque légion va avoir ses petits détachements spécifiques, ses petites règles en plus. Là, je crois que c'est la bataille de Talarn qui est sortie il n'y a pas longtemps, et donc on a des règles pour jouer des escadrons de Land Raider chez les Iron Warriors, par exemple, ce genre de choses. Mais effectivement, pour l'instant, on va dire qu'il y a moins de spécificité pour jouer une légion. Généralement, c'est une règle que tu vas avoir sur toute ton armée. Mais c'est pas comme Horus Heresy où tu as vraiment une personnalisation personnage par personnage, unité par unité, qui est très très riche, quoi. Ouais, mais le jeu est encore jeune, il va grandir sans doute. Et... Je vais me permettre d'ajouter 2 choses pour revenir sur des choses sur lesquelles on est passé un peu rapidement. Si vous voulez tester Horus Heresy, je sais qu'il y a aussi une communauté assez importante sur Annecy, en Haute-Savoie. Ouais. Et pour l'échelle épique, avec Légion Impérialis, si l'absence de Xenos vous cause du souci, n'hésitez pas à jouer à d'anciennes versions du jeu, ou à des versions fan-made, je pense notamment à NetEpic, qui prennent en charge en réalité, qui ont des codex dédiés aux légions, qui les ont directement intégrés au système de jeu, et qui permet de jouer absolument tout contre n'importe quoi. Dernier point que j'ajouterais, j'ai vu qu'il existait des gens qui avaient fait des suppléments fan-made pour jouer les Xenos, notamment avec la règle d'Horus Heresy. Ouais. En particulier, je pense aux Eldar ou aux Orcs, qui ont tous les deux eu un rôle absolument capital à jouer en réalité au début du conflit de l'Horus Heresy, et même au cours du conflit pour les Eldar. Ouais, en fait c'est ça, c'est le Panoptica ou le Centura, je sais plus trop, c'est des règles fan-made.
qui sont très fournis. Le corpus sur les Eldar, il est énorme et ça permet de jouer toutes les unités qu'on a actuellement dans la gamme Eldar, qui en plus vient d'être faite, si je dis pas de bêtises. Et ça permet, effectivement, si vous voulez absolument vous mettre à Horus Heresy, mais que dans votre groupe de joueurs, il y a un copain, il joue Eldar, et vous voulez pas le laisser sur le bord de la route ou quoi, et vous savez que vous avez des règles à lui proposer, c'est du fan-made, mais c'est pas parce que c'est du fan-made que les règles ne seraient pas équilibrées, tout ça, c'est quand même un corpus de règles qui est assez fiable, que nous on utilise de temps en temps aussi pour certaines unités spécifiques, certains persos nommés qui sont pas présents dans les règles officielles, tout ça. Donc c'est complètement cohérent, on peut jouer avec, et ça permet effectivement de mettre en avant des Xenos qui en fait sont pas très présents dans le jeu parce que c'est pas les héros des livres de l'Horus Heresy, mais qui absolument bien entendu étaient présents dans l'univers. Les orques, on sait qu'ils ont subi une très grosse défaite pendant Ulanor, et que c'est pour ça que on va dire, les empires orques se sont un petit peu effondrés, sont un petit peu morcelés, tout ça, mais bien sûr qu'ils sont présents, il y a encore des régions, des terres, peut-être même des planètes qui sont encore contrôlées par des orques, et que les Space Marines n'ont pas trop eu l'occasion de s'en occuper pendant la Grande Croisade, mais aussi pendant l'hérésie de Horus, où soudainement ils se retrouvent à avoir autre chose à faire que de faire la chasse aux Xénos dans toute la galaxie, et les renégats, je pense pas que s'ils croisent un monde orc sur leur chemin vers Terra, ça semble pas du tout déconnant qu'ils fassent une pause pour disperser ces petits orcs, récupérer un monde forge pour les forts de guerre, et puis reprendre leur route vers Terra pour affronter les loyalistes, quoi. Donc bien sûr qu'on peut mettre en place des combats contre des orcs, des Eldar, tout ça, même si c'est un petit peu, c'est un peu, on va dire, en bordure de l'histoire principale, mais ça peut être inclus dans une campagne, dans tout un tas d'idées de parties qu'on peut faire. Carrément. Écoute, je mettrai autant de liens que faire se peut vers toutes les sources dont on a pu parler, que ce soit la Convention des Chroniques, que ce soit la page Facebook Horus Heresy France, ou les suppléments fan-made. Quentin, ça m'a fait plaisir de te recevoir aujourd'hui pour cette première interview de la chaîne, peut-être dernière, peut-être pas, je n'en sais rien, mais il se trouve que s'il y a énormément de sujets que j'aimerais aborder, je m'estime pas toujours suffisamment pointu sur la question pour être intéressant, et pour le coup la question d'Horus Heresy, tu nous as apporté plein de précisions, plein d'explications, et c'était super chouette. Merci à toi de m'avoir invité, de m'avoir donné l'occasion de parler de cet univers qui me passionne et dans lequel je passe beaucoup de temps et d'énergie, tout ça. Je pense que même s'il est connu, il gagnerait à être encore un petit peu plus, on va dire, connu et présenté, on va dire. Je pense qu'il y a encore beaucoup de personnes qui pourraient trouver leur bonheur dedans et qui connaissent pas encore le jeu. Donc c'était un plaisir d'en parler, c'était un plaisir de présenter tout ça et de parler aussi des chroniques qui sont un sacré événement. Si vous faites du Horus Heresy ou si ça vous intéresse et que vous êtes dispo pendant les dates d'une chronique, franchement n'hésitez pas à venir, c'est quand même un sacré événement qui ne laisse pas indifférent. Eh bien, je vous remercie d'être arrivé jusque-là dans l'écoute de cette vidéo. Je vous invite bien évidemment à la liker, à la commenter, à la partager si elle vous a plu, à vous abonner, bien entendu. Et puis, sur ce, moi je vous dis à la prochaine, si l'empereur le veut.